Bonjour François Rivière. Bonjour. Déjà, merci de nous accueillir chez vous. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est dans quelles circonstances avez-vous rencontré Gabriel Witkop? J'ai l'impression d'avoir rencontré Gabriel Witkop un peu par hasard dans le petit labyrinthe du quartier latin, des maisons d'édition, des librairies, etc. Mais dans le cadre d'une maison d'édition qui était pas très connue, qui s'appelait les éditions Henri Verrier, au moment où Gabriel Witkop a publié un recueil de nouvelles qui était son troisième livre, je crois, Les Holocaustes, dans une collection où elle a été, je crois, le seul auteur, et la personne qui s'occupait de cette maison d'édition m'a présenté à elle un jour, et c'est vrai que j'ai été un peu tout de suite estomaqué par un personnage qui déménageait beaucoup, comme on disait à l'époque, qui en faisait beaucoup. On a sympathisé, finalement. Moi, j'étais intéressé de connaître un personnage un peu excentrique, comme ça, une écrivaine pas très connue, qui d'ailleurs, vivant en Allemagne, ne venait que de manière sporadique à Paris. Puis, j'ai voulu l'associer à un projet que j'avais, mais alors un projet qui, lui, était beaucoup plus ancien, qui datait de mon arrivée à Paris, où je m'intéressais beaucoup à un phénomène théâtral qui a pas laissé finalement tellement de traces, même dans l'histoire du théâtre français, qui s'appelle le Grand Guignol, qui est un théâtre de l'épouvante, créé à la fin du XIXe siècle à Montmartre, et qui a prospéré jusque dans les années 60. Et donc j'avais conçu le projet de faire un livre, dans la mesure du possible, sur le Grand Guignol. J'ai pensé à Gabrielle Witkop en me disant, mais au fond, elle qui est une passionnée de choses horribles, Oui, ça rejoint son œuvre finalement. oui, qui fait vraiment, enfin, qui fait référence souvent à tout un tas de choses, qui a écrit un livre sur Madame Tussaud, enfin, et je me suis dit qu'elle correspondait assez à quelqu'un qui pouvait m'aider, enfin, et dont le nom pouvait, même si elle n'était pas très connue, elle non plus, pouvait m'aider à proposer un projet sur ce thème du Grand Guignol. Et quand je l'ai revu, parce que je l'ai vu une première fois, et puis après on s'est perdu de vue jusqu'à ce qu'elle revienne à Paris, je lui ai proposé. Je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresse de collaborer à un livre sur le Grand Guignol, et mais d'y collaborer à votre manière, c'est-à-dire pas du tout en écrivant à quatre mains, comme on dit, sachant qu'en plus elle était quand même le plus souvent absente de Paris. Et du coup, elle a écrit plusieurs textes qui m'ont permis de fabriquer le livre. Oui, donc c'était très proche et vous avez travaillé en parallèle ou elle est quand même venue avec vous pour travailler sur le livre? Non, on a vraiment travaillé chacun de son côté. Je pense qu'à une de ses visites à Paris, on a confronté un peu ce qu'on avait écrit l'un et l'autre. Elle apportait des livres qui étaient plus des textes de théorie sur ce qui l'intéressait. Mais je me demande si j'avais pas envie, peut-être, à ce moment-là, de faire autre chose avec elle, enfin de collaborer avec elle sur autre chose, parce que c'était quelqu'un quand même de très excentrique sur le plan littéraire, bon, qui correspondait pas vraiment à ce qu'on avait l'habitude de voir en France, le paysage éditorial, et du coup, ça devenait quelqu'un d'intéressant. Et puis, de toute façon, on est resté en relation Oui, voilà, c'est ça. amicale. Enfin, votre relation ne s'est pas arrêtée dans cette collaboration. Enfin, au cours de cette collaboration, elle a continué ensuite. Il y a eu une relation amicale qui s'est nouée entre vous. Oui, parce que non seulement moi j'étais content d'avoir fait ce livre avec elle, mais surtout qu'on s'est bien amusé, hein. On s'était pas non plus, on se voyait de temps en temps, mais pas très souvent, parce qu'elle était donc pas très souvent à Paris. Son aventure d'auteur était un peu complexe, compliquée, quoi. Elle avait du C'est ça, mal à je se faire crois. publier. Est-ce qu'elle vous parlait justement de ça, de cette difficulté Alors, à faire reconnaître son œuvre? elle m'en parlait pas vraiment, mais enfin, ou peut-être pour se plaindre que certains éditeurs à qui elle proposait des choses la repoussaient du pied, elle-même étant quand même très sûre de son talent, enfin, ce qui était tout à fait bien d'ailleurs, sûre que ce qu'elle faisait était intéressant, mais me disant, par exemple, qu'elle ne comprenait pas que les gens soient aussi obtus, aussi méprisants, enfin, pour ce qu'elle faisait, ce qui est tout à fait prenant. Je
pense qu'elle prenait des exemples. Alors, j'ai un peu oublié hein, d'auteurs qu'elle aimait beaucoup, notamment d'auteurs de la fin 19e. Bon, Oui, toute la période du décadentisme, oui, c'est ça, les etc. décadents qui souvent avaient eu des carrières un peu difficiles. Elle s'identifiait beaucoup à ce genre de personnages d'écrivains maudits, quoi, finalement. Oui, c'est vrai que nous, on a surtout entendu le Marquis de Sade, mais c'est vrai que tous les auteurs de la fin du 19e siècle sont très proches de Wittkopp au niveau du style aussi, de l'excentricité justement dont vous parliez. Et justement, est-ce qu'elle parlait de, est-ce qu'elle vous parlait d'elle, de son passé, de son histoire, ou est-ce qu'elle mettait une distance justement avec vous? Elle a commencé à me parler d'elle par correspondance, dans une lettre où elle évoque sa jeunesse à Nantes, mais elle se dévoilait pas tellement en fait. Alors je savais qu'elle était mariée à un Allemand, Justus Wittkopp, qui était historien, qui vivait dans un endroit où je suis jamais allé, même s'il m'a invité plusieurs fois, mais enfin je n'avais pas tellement envie au fond de répondre, non pas que ça m'intéressait pas, mais je pensais que c'était une invitation un peu formelle, mais qu'elle n'avait pas forcément envie de me voir débarquer. En revanche, bon, comme elle était journaliste, elle faisait des reportages pour le Frankfurter Allgemeine, donc alors là j'ai reçu quelques lettres d'elle venues d'Asie, Oui, enfin, c'est ça. et mais alors là pour le coup elle endossait un personnage un peu de baroudeuse, quoi, Oui. pour qui la vie pas simple, même si elle a, en parlant, alors, à sa manière, parce qu'elle avait une manière de raconter même un peu de déguiser un peu les choses, de les travestir pour leur donner un côté sensationnel, parlant des rituels complètement délirants, sadiques, des gens qu'elle fréquentait dans ses voyages. Enfin bon, même si elle n'en a pas fait des tonnes, mais dans ses livres, évidemment, elle en a fait sûrement beaucoup plus. Là, elle endossait un personnage Oui. qui était même plus du tout C'était l'aventurière en fait oui, finalement aussi. d'aventurière, de personnage qui explorait, d'exploratrice presque, enfin, elle aurait pu, presque d'héroïne de film des années 30, hein, euh, tout ça avec beaucoup d'humour et une espèce de violence quand même dans le style, enfin, et dans le vocabulaire, quoi. Oui, c'est ce que vous nous disiez justement, c'était quelqu'un qui était à la fois très drôle et très provocateur, volontairement. Est-ce que finalement c'était naturel cette provocation ou est-ce qu'elle l'a travaillé justement dans ses lettres? C'est-à-dire que lors des rencontres qu'on avait, enfin, elle était capable de balancer des choses assez, de dire une chose assez violente sur des gens qu'on venait de croiser, sur la laideur des gens, alors elle affectait une espèce une détestation des enfants, avec tout un vocabulaire qui est complètement le vocabulaire d'écrivains décadents, etc. Oui. Elle qui signait certaines de ses lettres Jean Lorrain, quand elle les signait pas Gabriel au masculin, était capable justement de dire des choses, enfin mais d'une manière outrée, quoi. Voilà, c'est le mot que je cherchais, l'outrance. Elle aimait bien l'outrance, et ça lui allait bien finalement, parce que ça allait bien avec le personnage qu'elle se créait. Il y a un côté imprécateur comme ça aussi. Enfin bon, mais ça, bon, là c'était du cinéma quand même, hein, mais moi ça m'amusait. Justement, en parlant de Jean Lorrain et de sortir de l'ordinaire, est-ce qu'elle vivait son homosexualité librement quand elle était à Paris Ben, j'ai eu l'occasion de rencontrer Irina Ionesco, enfin de la voir elle chez Irina Ionesco, et là elle se cachait, elle en faisait beaucoup même sur le fait qu'elles avaient une relation, qu'elles avaient une affaire ensemble, et il fallait que ça se sache. Moi j'ai accepté la chose, enfin j'étais pas, je mettais pas ça en doute une seconde, vu les deux personnages, ça collait très bien, mais là aussi c'était encore dans une espèce de dramaturgie. Je sais pas, j'ai l'impression de voir Rachid et une copine à elle, jusqu'au moment où la fameuse rencontre chez Irina Ionesco, c'était un dimanche après-midi, quelqu'un a frappé à la porte de l'appartement, petit appartement, où les deux, moi je pouvais pas placer un mot, elle parlait entre elles, et la personne qui frappait à la porte, c'était un homme, mais qui visiblement venait réclamer quelque chose. J'ai pas cherché réellement à comprendre, enfin j'ai compris quand même à peu près dont il s'agissait, et une espèce d'effroi qui a parcouru les trois personnes,
moi-même étant pas très rassuré, et Gabrielle a joué son rôle de... elle aurait dit son rôle d'homme, quoi. En l'occurrence, elle est allée ouvrir la porte, elle a viré le personnage que j'ai tout de suite considéré comme un dealer, même si à l'époque c'était moins à la mode que de nos jours. J'étais dans les début des années 80, on a été libéré d'une menace. Et là, elle a même utilisé un mot. Elle a dit ce gaupe. Elle a utilisé ce mot de l'argot. Au fond, elle aimait bien. Alors ça me rappelle qu'elle utilisait des mots justement un peu précieux. Enfin, précieux dans le côté argot déjà daté. Enfin, c'est ce qui est merveilleux chez un écrivain qui joue le jeu complètement, quoi. C'est de devenir un personnage de de son œuvre, quoi, de sa fiction. Parce que je pense qu'au fond, elle était frustrée de ne pas pouvoir exister davantage en tant qu'auteur de son œuvre, quoi. Peut-être qu'elle a aussi appliqué ce que disait Oscar Wilde, de faire de sa vie une œuvre d'art, et donc elle s'est considérée elle-même comme une œuvre à transmettre auprès des gens qu'elle rencontrait. Et votre relation donc a duré quelque temps, et puis ensuite elle s'est terminée. Est-ce que ça a été une rupture brutale entre vous ou, Bah alors oui, la rupture a été brutale, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de quelques rencontres, bon, ça a duré quand même quelques années, parce que comme on se voyait pas souvent, ça a perduré quand même pendant un certain temps. Elle devenait de plus en plus à l'évidence acharnée à gagner sa vie en faisant des reportages photographiques en Asie pour son journal allemand. Et un jour, elle m'a demandé si je pouvais pas l'aider à Paris à démarcher des rédactions de magazines du style Géo, choses comme ça, avec ses photos. Et je lui ai dit que non, j'avais pas envie, quoi. Mais elle s'est fâchée, bon. et vous justement, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de l'œuvre de Gabrielle Witkop, ce qu'elle a apporté à la littérature française, et ce que vous en retenez vous surtout après toutes ces années et 20 ans après sa mort? Ouais, je pense que c'était quand même un oiseau rare parce que son œuvre pouvait pas atteindre un public très très vaste, hein, de toute façon. Elle était vraiment auteur pour happy few, comme on dit en anglais, parce que je sais pas comment dire en français, pour un cercle de gens convaincus de son talent évidemment, mais surtout sensibles à sa manière, quoi, à sa manière de femme quand même assez en révolte, hein, justement par rapport à tout un d'écrivains. C'est pour ça que je la vois pas du tout. J'imagine pas du tout dans une mouvance des écrivains féministes, je sais pas, les Hélène Cixous et compagnie, enfin, à l'époque, c'était pas du tout son truc. Et elle se voulait justement dans une espèce de décadence, à une époque, comme toutes les époques, quasiment plutôt bien pensantes,